où une conférence de presse est attendue à l'issue d'un sommet européen. Les pays de la zone euro se sont réunis aujourd'hui pour évoquer les conséquences de la guerre en Ukraine, les conséquences économiques notamment. Vous voyez ici Ursula von der Leyen, Charles Michel et Emmanuel Macron qui vont s'exprimer et apporter peut-être des précisions sur les mesures que souhaitent mettre à l'œuvre les 27. Hier soir, nous avons tenu notre première discussion sur la communauté politique européenne en émergence, qu'il ne se veut pas une alternative à l'élargissement, et dont nous avons planté le décor en posant 3 questions. D'abord, assurer la sécurité et la stabilité sur le continent européen. Quelle forme? Eh bien, c'est d'une plateforme de dialogue et coordination avec nos partenaires européens sur pied d'égalité. Et nous avons également répondu à la question du qui. Le format sera réservé dans un premier temps au seul chef. Et nous aurons une première réunion encore à confirmer sous présidence tchèque à Prague, qui sera préparée en intelligence entre les 2 présidences tournantes, France et Tchéquie, après le sommet. Aujourd'hui, nous nous sommes attardés au point économique. D'abord, la situation économique actuelle. L'inflation est un problème qui nous tarabuste tous. La guerre fait augmenter les prix de l'énergie, des denrées alimentaires, de produits de base, et a une incidence sur les citoyens et les entreprises. Nous restons unis et déterminés à coordonner une politique économique. Nous sommes ensuite passés à notre architecture financière. Nous restons attachés à l'achèvement de l'union bancaire et à l'approfondissement de l'union des marchés des capitaux. Ça reste nos priorités. Une fois encore, les progrès qui doivent être réalisés en termes de questions énergétiques, avec la ferme intention de continuer à déployer des efforts pour coordonner nos actions dans ce domaine important, en prenant également en compte le travail qui est réalisé au départ de la Commission. Enfin, 2 points particuliers que je souhaite mentionner. C'est le pas en avant significatif par la Croatie pour rejoindre la zone euro. C'est une décision importante qui a été endossée par le Conseil européen. Une implémentation va intervenir dans les prochaines semaines et les prochains mois, et nous souhaitons chaleureusement féliciter les autorités croates et le peuple croate pour cette décision qui montre la force et la résilience de la zone euro. Enfin, un point également qui concerne la Grèce, puisque nous avons eu l'occasion de saluer le pas en avant réalisé par la Grèce en termes de fin du programme renforcé de surveillance. Ça montre aussi les avancées significatives qui ont pu être réalisées. Et puis il me reste à mentionner 2 éléments encore. D'une part, une fois encore, dire nos remerciements pour la présidence française de l'Union européenne. On a eu l'occasion, en fin de Conseil européen, de saluer tous ensemble avec les 27 leaders le travail gigantesque qui a été réalisé en termes législatifs, mais également en termes politiques dans les différentes dimensions. Et les efforts vont se poursuivre, puisque dans les quelques prochains jours encore, particulièrement sur la question des Balkans occidentaux et de la Macédoine du Nord et de l'Albanie, compte tenu du vote intervenu au Parlement bulgare il y a quelques heures. Je ne doute pas que nous allons rester très très actifs pour tenter de progresser sur ce sujet-là. Mais encore une fois, un immense merci au Président et à l'ensemble des équipes qui ont été mobilisées pour faire avancer le projet européen. Et puis, je voudrais également donner un message particulier, plus personnel, aux Pinos. Pinot et Pinot. Alors, ça va susciter effectivement un petit peu de surprise peut-être, mais Pinot et Pinot, vous êtes des institutions pour la salle de presse. La notoriété est internationale. Et je souhaitais vous remercier du fond du cœur, et je vois que les applaudissements montrent l'affection qui vous est portée. Un immense merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Ouais.
Merci, Monsieur le Président. Madam President. Yes, thank you so much. Indeed, merci beaucoup. En effet, aujourd'hui, nous avons eu l'occasion d'avoir une discussion approfondie sur l'économie à l'Eurosommet. La zone euro devrait continuer de croître en 2022 et 2023, mais en moindre mesure que prévu avant la guerre. Bien évidemment, la guerre en Ukraine a un impact lourd sur la croissance et sur l'inflation. Nous avons assisté à cette action de la Russie sur les gaz. On a vu des augmentations de l'énergie au-delà des sources énergétiques sur l'alimentaire et le reste. Donc nous avons discuté de comment on peut atténuer l'impact économique, surtout pour les personnes les plus vulnérables dans nos sociétés. Cela commence par une préparation adéquate pour faire face à des atteintes ultérieures à la livraison du gaz russe en Europe et nous y travaillons d'arrache-pied. Nous avons revu tous les plans d'urgence nationaux pour veiller à ce que chacun soit prêt face à des perturbations ultérieures et nous travaillons à un plan d'urgence pour la réduction de la demande en Europe avec l'industrie, avec les 27 États membres. Et nous le faisons parce que nous avons tiré la leçon de la Covid-19. Là, nous avions vu qu'en agissant ensemble à 27, en évitant la fragmentation, on a été fort, on a eu un impact énorme. Je vais présenter ce plan au mois de juillet aux chefs d'État et de gouvernement. On ne reviendra pas à des combustibles à bas prix. Au-delà donc d'une assistance ciblée aux populations vulnérables, à l'industrie, il faudra aider l'économie et la société à s'adapter au nouvel environnement. La cause du problème, c'est essentiellement notre dépendance sur les combustibles fossiles dont nous devons nous débarrasser. Et c'est l'essence même de Repower EU. Grâce à Repower EU, nous apportons des ressources, 300 milliards d'euros environ, pour faire trois choses. D'une part, diversifier les sources d'énergie, les sources d'approvisionnement. Deuxième pilier, accroître l'efficacité énergétique. Et le troisième pilier, c'est un approvisionnement en énergie verte produite chez nous. Nous voyons déjà des résultats. Je vous donne un exemple. Pour le premier pilier, pour la diversification, au-delà du gaz russe, on peut voir que les États-Unis et le GNL ont augmenté les livraisons de 75% cette année par rapport à l'année dernière. Nous venons de passer un mémorandum d'accord avec Israël et l'Égypte pour faire en sorte qu'on aura du gaz naturel d'Israël liquéfié en Égypte et acheminé vers l'Europe. Le gaz qui vient de la Suède a augmenté de 50%, Azerbaïdjan 90% de plus, donc beaucoup de choses bougent pour se diversifier et avoir recours à des fournisseurs de confiance. Pour ce qui est des renouvelables, je pense qu'il y a un chiffre intéressant. L'Union européenne a été et reste le deuxième plus grand marché à l'échelle globale pour ce qui est de la capacité accrue en renouvelables en 2021 et en 2022. Donc là, on voit un grand pas en avant, des investissements en renouvelables, l'énergie du futur. C'est la voie à suivre. Deuxième thème que nous avons abordé en parallèle, c'est que nous travaillons à la révision de la gouvernance économique. Nous le savons. L'endettement, les déficits se sont aggravés après la Covid dans tous les États membres et en même temps, les besoins en termes d'investissement sont très importants pour une bonne transition en termes verts, numériques, pour avoir des sociétés européennes résilientes et une économie résiliente. Donc, nous devons concevoir des règles qui permettent de concilier les besoins en investissement élevés nécessaires tout en sauvegardant la bonne gestion financière, les deux allant de pair, la durabilité budgétaire, la croissance. Et je voudrais conclure, cher Emmanuel, en vous félicitant pour la présidence française qui a été
qui a été couronné de succès. Vous avez fait un travail énorme. Je puis voir au jour le jour le travail intense fait par votre équipe et vous-même, tous les progrès réalisés par l'Union européenne, vous avez fait la différence. Il ne faut pas oublier que quand vous avez commencé, vous aviez beaucoup de choses sur la table, mais vous ne pouviez pas prévoir qu'une guerre arriverait en un temps record. Nous avons préparé 6 paquets de sanctions lourdes et je pense que c'est la marque de votre présidence, voir la détermination de l'Union européenne et la vitesse à laquelle nous pouvons aller de l'avant. Nous avons accueilli 7,5 millions de réfugiés de l'Ukraine, 3 millions qui sont toujours là. Et vous et votre équipe de la présidence avez fait en sorte que très rapidement, nous puissions leur donner la protection temporaire, donc l'accès au marché de l'emploi, au système d'enseignement, à la sécurité sociale, tout ça grâce à la présidence française. Je vous remercie personnellement pour les progrès énormes que nous avons réalisés pour le pacte vert et surtout le grand paquet Fit for 55. Des dizaines de propositions ont été lancées. C'est un grand pas en avant. La même chose vaut, et je sais que vous y tenez beaucoup, pour le DSA et le DMA, donc l'architecture du monde en ligne, avoir les mêmes règles que dans le monde réel pour protéger nos citoyens et pour maintenir la compétitivité de nos entreprises dans le monde virtuel. C'est le DSA, c'est le DMA. On les a négociés avec ambition et on les a adoptés dans un temps record. Il y a eu la conférence sur l'avenir de l'Europe et personnellement, je suis très fier d'un dossier très spécifique que vous avez pu conclure sous présidence française. Et c'est le dossier avec les femmes, Women on Board. Et il a fallu 10 ans, ça a été bloqué pendant 10 ans. La présidence française a permis de faire en sorte qu'il refasse surface et il a été négocié et adopté dans un temps, dans des délais records. Alors vous avez mis fin à une injustice vis-à-vis des femmes. Et vous avez aussi pu corriger une perte de revenus pour les entreprises. C'est un grand pas en avant que nous avons maintenant sur ce Women on Board, les femmes dans les conseils d'administration. Et enfin, je voudrais mentionner que nous avons réalisé beaucoup de progrès sur le pacte pour la migration et l'asile, notamment pour le mécanisme de solidarité volontaire et pour la gouvernance de Schengen. Des dossiers importants, difficiles à gérer. Vous avez contribué à les faire avancer. Voilà, j'arrête là, mais vous le voyez, cher Emmanuel, je pense que la France peut être très fière de sa présidence. Elle a été exceptionnelle. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Beaucoup de choses ont été dites. Je ne reviendrai pas sur les débats de ce matin qui se sont tenus. Les conclusions sont claires et je crois que le Président du Conseil et la Présidente de la Commission ont bien retracer la nature de ces débats visant à apporter une réponse encore accélérée sur la question énergétique et plus largement, évidemment, le sujet que nous sommes en train de vivre, d'un retour accéléré de l'inflation, normalisation de la politique monétaire des deux côtés de l'océan et, on le voit bien, des premiers signes de ralentissement économique. Tout ça crée une situation qui nous impose de prendre des décisions rapides sur plusieurs sujets, dont l'énergie, et de continuer à mettre en œuvre les grands chantiers structurants pour rendre notre Union justement plus forte, plus souveraine, plus solidaire sur le plan aussi budgétaire et financier. Je voudrais juste d'un mot, dans la marge, si je puis dire, de ce que le président Michel a dit tout à l'heure sur la communauté politique européenne. C'est-à-dire que le débat d'hier soir, après la conférence de presse que nous avons tenue, a, je me crois, permis vraiment d'éclairer et de construire un très large consensus autour de cette thématique. Ça n'est pas une construction, un processus qui se substitue à l'élargissement, en aucun cas, mais nous avons tous mesuré d'abord le besoin d'avoir un cadre politique en européen, de pouvoir traiter de sujets stratégiques, et nous avons vu que l'élargissement, en quelque sorte, compte tenu de son rythme, compte tenu des conditions, n'épuise pas tout de ce qui doit être une relation entre Européens. Et donc cette communauté politique européenne va permettre à l'échelle du continent européen, et donc d'une manière très ouverte, sur une base, je dirais, géographique et de valeurs, mais de l'Islande à l'Ukraine,
de pouvoir réunir des partenaires qui, sur les sujets de défense et de sécurité, d'énergie, d'infrastructures, de crise sanitaire, de solidarité économique, pourront discuter de thèmes structurants que nous aurons à préparer. Et il a donc été acté que la première réunion se tiendrait en République tchèque, dans le cadre de la présidence à venir, avec tous nos partenaires et avec une volonté comme ça d'avoir une relation entre égaux et donc de structurer progressivement cette démarche compte tenu de l'intérêt évident qu'elle emporte. D'un mot, je voudrais également revenir, nous l'avons évoqué hier, mais l'actualité de ce matin l'a fait évoluer, sur les négociations d'adhésion avec la Macédoine du Nord et l'Albanie. En effet, je veux ici féliciter du vote aujourd'hui du Parlement bulgare, qui ouvre la voie à la levée du veto bulgare et à l'ouverture des négociations avec la Macédoine du Nord, et ce faisant l'avancée aussi du dossier albanais. Dans les prochaines heures, nous poursuivrons le travail technique qui est nécessaire et les échanges avec nos partenaires bulgares et macédoniens afin de formaliser un accord dans les tout prochains jours. Et je dirais que la machine est prête ici pour ensuite avaliser complètement et mettre en œuvre ce qui pourra être décidé. Donc c'est un très bon signal et je veux en remercier le Premier ministre bulgare, mais également les forces et de sa coalition et de son opposition qui ont su se réunir autour de ce vote et remercier aussi les Nord-Macédoniens pour leurs avancées. Il y a encore du travail et donc il ne faut pas crier victoire trop tôt, mais c'est une avancée importante. Je vous remercie Madame la Présidente von der Leyen du point qu'elle a fait sur ce semestre. Ce qui me permet d'ailleurs de dire que toutes ces avancées, je vais y revenir sur quelques-unes, n'auraient pas été possibles sans la complicité et le travail ardu du président Michel, et je le remercie ainsi que de l'ensemble de ses services, de Madame la Présidente et de la Commission et de ses services, et du Parlement européen, à qui je veux également rendre hommage, qui a travaillé d'arrache-pied. Les institutions unies ont su durant ce semestre agir, parce que nous devons tous le reconnaître avec beaucoup d'humilité. L'Europe de juin 2022 est très différente de celle de janvier 2022. Et nous l'avions assez peu anticipé à ce point. Évidemment, avec, et avant tout, parce que la Russie a décidé de lancer une guerre, mais parce qu'aussi nous avons acté, uni, une série de décisions extrêmement structurantes pour notre continent. Des sanctions avec une rapidité inédite, en 2 jours pour la première série de sanctions, avec 6 paquets, avec aussi des sanctions comme celles prises lors du dernier Conseil qui paraissaient inenvisageables il y a 6 mois. Personne, je crois pouvoir dire nous-mêmes, n'aurions pu envisager qu'on allait sanctionner 90% du pétrole russe. Et nous l'avons fait. Un soutien macroéconomique puissant à l'égard de l'Ukraine, à la fois sa défense, et je veux saluer aussi les décisions qui ont été prises à cet égard, en activant la facilité européenne de paix et en montrant que nous savions aussi nous mettre en situation de pouvoir aider un pays qui rentrait dans une guerre pour nos valeurs à s'équiper, en plus de tous les soutiens bilatéraux qui se sont décidés sur ce point, et puis soutien macroéconomique et financier, en plus du financement et de l'accueil des réfugiés et de ce qui a été fait à la fois pour mieux les accueillir et les intégrer au marché du travail, vous l'avez rappelé, et aider les pays qui ont été, si je puis dire, en première ligne, je pense en particulier à la Pologne, la Roumanie, la Hongrie. En parallèle de tout ce travail et de ce contexte, nous avons su, si je puis dire, parachever celui-ci par les décisions d'hier et le geste politique très fort de notre Europe à l'égard de l'Ukraine, de la Moldavie et la perspective européenne aussi donnée à la Géorgie. Mais à côté de ça, nous avons fait avancer notre agenda. Parce que cet agenda, je crois pouvoir le dire, il était aussi très cohérent avec ce changement géopolitique. Et donc, nous n'avions pas vu la guerre arriver et nous avons dû prendre des décisions massives pour faire face à ce conflit. Mais il n'a fait que renforcer, qu'accréditer, que valider la conviction qui était au cœur de nos travaux, celle d'un besoin d'une plus grande souveraineté européenne. Plus que jamais. Et cette souveraineté qui paraissait, il y a encore 2 ou 3 ans, une idée française farfelue, qui avait ensuite été permis de bâtir une vraie convergence de vues, je crois qu'on a tous mesuré l'importance de la souveraineté technologique, de la souveraineté de défense ou de la souveraineté énergétique européenne. Cette crise a accéléré, cette guerre en Europe a accéléré au fond notre agenda collectif. Et donc nous avons en effet pu faire avancer nombre de dossiers durant ce semestre. Nous avons pu acter
au Conseil la mise en place sur le plan de la lutte contre le réchauffement climatique de plusieurs éléments, au Conseil comme au Parlement. Donc la mise en place d'une taxe carbone aux frontières de l'Europe au Conseil, un outil pour lutter contre la déforestation par nos importations. Nous travaillerons jusqu'à la dernière seconde pour que les États membres puissent adopter l'ensemble des textes qui permettront d'atteindre notre objectif de réduction de 55% de nos émissions à horizon 2030. Sur beaucoup de ce sujet, là aussi, je veux remercier l'ensemble des institutions de l'énorme travail fait. Nous ne sommes pas loin de pouvoir parachever quasiment ces textes essentiels et donc les prochains jours donneront lieu encore à d'intenses travaux techniques et négociations. Sur le plan de l'Europe sociale, là aussi les engagements pris ont été tenus, avec une avancée majeure sur les salaires minimaux pour que les travailleurs européens puissent vivre dignement de leur salaire et mettre un terme à la course vers le bas, ce qui est cohérent avec la bataille que nous avions menée pour mieux réguler le travail détaché. Là-dessus, nous avons pu vraiment être aidés et je veux remercier la présidence portugaise qui avait joué un très grand rôle lors du sommet social. Mais nous avons levé tous les malentendus qu'il pouvait y avoir, les différences de modèles qu'il y avait entre nous pour parachever ce texte. Et puis, je veux aussi dire notre satisfaction, Madame la Présidente l'a évoqué, d'avoir pu enfin parachever cette avancée pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans les conseils d'administration des entreprises. Pour ce texte-là, il était bloqué depuis 10 ans. Et donc, collectivement, par le jeu des coalitions nouvelles aussi, nous avons pu le faire avancer. Sur la régulation des géants numériques, là aussi, nous avons ensemble bâti des avancées fortes avec les 2 lois européennes des marchés et des services numériques qui vont permettre de réguler à la fois le jeu des acteurs et éviter les phénomènes d'hyperconcentration, mais aussi de mieux réguler les contenus, ce qui est un fait nouveau. Nous sommes le premier espace à le faire et comme nous avions mis en place un règlement général pour protéger les données individuelles, c'est une avancée. Nous ne sommes pas au bout de la route là aussi. Je le dis avec à la fois beaucoup de fierté qu'on ait avancé sur ces 2 directives et beaucoup d'humilité parce qu'il reste énormément à faire si on veut pouvoir aller au bout. Mais nous avons pu commencer à imposer aux grands acteurs du digital le respect de la concurrence d'un côté et le retrait des propos haineux, racistes et terroristes de l'autre. Beaucoup d'autres législations ont pu avancer sur la souveraineté à nos frontières avec la réforme de Schengen et les avancées sans précédent sur la politique européenne d'asile et migration parce qu'on a fait collectivement le choix de cette approche graduelle. Et donc, c'est vrai que notre paquet qui est très ambitieux, la proposition de la Commission, moi je l'ai toujours dit, je la soutiens avec force, mais on a pu faire avancer beaucoup de sujets parce qu'on a décidé cette approche graduelle qui nous a permis, eh bien justement, de mieux protéger, de mieux filtrer les entrées à nos frontières, de mieux répartir l'effort d'accueil et de préserver la libre circulation dans l'Union. C'est une première avancée structurante. En matière de défense, avec la définition pour la première fois d'une feuille de route stratégique pour les 10 prochaines années et l'engagement pris lors du sommet de Versailles de renforcer nos capacités et nos investissements de défense. Là aussi, c'est une avancée historique et c'est l'aboutissement du travail qui avait été lancé sous présidence allemande, une boussole stratégique, et c'est très cohérent. Nous arrivons unis en Européens au sommet de Madrid à l'OTAN pour défendre ces positions. En matière de souveraineté énergétique, en décidant à Versailles d'accélérer la réduction de notre dépendance aux combustibles fossiles et de diversifier nos sources et voies d'approvisionnement pour réduire nos dépendances avec des premiers choix très structurants d'achat commun, entre autres. Et en matière de souveraineté économique avec des instruments pour protéger nos marchés publics des stratégies agressives de certaines grandes puissances, avec des avancées dans le sens d'un capitalisme plus responsable et pour un meilleur financement de notre économie. Et puis je veux dire ici combien, au-delà des sujets de voisinage, des avancées que nous avons pu faire et sur lesquelles nous sommes revenus hier, le partenariat avec l'Afrique a aussi structuré ces 6 derniers mois et le sommet que nous avons tenu avec l'Union africaine en février avec donc l'ensemble de nos partenaires a permis de bâtir une méthode renouvelée mais d'avancer sur des sujets là aussi très structurants et qui se sont confirmés avec le temps. Je pense tout particulièrement au sujet de sécurité alimentaire, de coopération, d'une stratégie protéinique, mais beaucoup d'autres sujets, en particulier sur le plan du financement, ont permis d'avancer. Enfin, l'Europe ne sera pas une puissance juste sans être à l'écoute de ses citoyens et la conférence sur l'avenir de l'Europe, initiée en 2019, lancée officiellement il y a un an, a remis ses travaux le 9 mai dernier et nous avons maintenant à nous saisir de ces transformations profondes que la France soutient, comme vous le savez, pour une Europe plus puissante, audacieuse, protectrice. Et sur ce sujet,
Nous avons eu les premiers échanges et nous poursuivrons en Conseil européen. Voilà les quelques mots que je voulais ici avoir pour dire à quel point, en effet, durant ce semestre, nous avons réagi vite et fort au retour de la guerre sur le sol européen, mais nous avons en même temps poursuivi notre agenda, nous l'avons consolidé, parce qu'il a aussi démontré, je crois, sa grande cohérence avec le contexte géopolitique qui est le nôtre. Je veux terminer avec un mot pour remercier, j'ai remercié l'ensemble des institutions, mais les équipes françaises, à Bruxelles comme à Paris, pour leur très grand travail, parce que les remerciements que vous m'avez attribués, c'est en quelque sorte pour la devanture. Et j'ai essayé d'impulser et de prendre les choses qui me revenaient, mais il y a eu un énorme travail des ministres, de leurs équipes, mais ici vraiment notre représentation permanente de l'ensemble des équipes, et à Paris des équipes aussi à l'Élysée, à Matignon et au SGAE. Donc je veux remercier l'ensemble des équipes françaises pour leur formidable travail et leur engagement. Et dans quelques jours, nous passerons le relais. Ces quelques jours seront encore très occupés à la présidence donc tchèque. Et je veux ici souhaiter beaucoup de courage au Premier ministre Petr Fiala et à la République tchèque. J'aurai l'occasion, à l'issue du sommet de Madrid, de passer officiellement le bâton. En tout cas, nous étions très fiers, très heureux de pouvoir, à vos côtés, faire avancer tous ces sujets et construire une Europe plus forte. Donc merci du grand privilège de travailler à vos côtés, cher Charles, chère Ursula. Merci, Monsieur le Président. On a pas mal de presse française avec nous, naturellement. Je vais donner la parole d'abord à Mathieu Quach de BFM. Après. C'est rare de dire non. Jérôme? Bon, il faut choisir. Bon, alors moi j'ai une question sur le gaz. Vous avez évoqué des mesures d'urgence en juillet. Alors, est-ce que vous avez des informations sur lesquelles la Russie pourrait couper complètement le robinet dans les prochains jours ou les prochaines semaines? Est-ce que les mesures qui sont préparées vont toucher les entreprises, mais aussi peut-être les particuliers, comme l'envisage l'Allemagne maintenant? Et pour la France, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir complètement vous passer du gaz russe d'ici l'hiver? Nous avons vu l'évolution non seulement de ces dernières semaines, de ces derniers mois, mais aussi de l'année dernière, si on étend un peu la portée de notre introspection. Nous avons en fait les niveaux les plus bas depuis 10 ans et désormais ce sont 12 États membres qui sont coupés soit totalement soit partiellement de la source d'approvisionnement russe. Et il faut toujours se préparer au pire et c'est ce que nous faisons. Et en fait nous n'avons pas commencé maintenant mais au début de l'année lorsque nous voyons s'affirmer cette menace russe et non seulement nous y sommes parvenus par la façon dont nous avons configurer nos sanctions, mais aussi en essayant de gérer cette réduction des fournitures russes. Et ce fut un travail qui nous a conduit non seulement à envisager des mesures nationales qui pourraient avoir des effets délétères sur les marchés voisins, mais surtout à envisager des mesures intelligentes d'économie d'énergie ou de fortes réductions sur l'ensemble de l'Union européenne et pour nos différents marchés. Lorsque vous réduisez la production de pièces détachées quelque part, cela n'est pas susceptible d'avoir un effet seulement sur votre marché, dans votre État membre, mais aussi sur celui où le produit fini est fabriqué. C'est dans cette optique que nous avons repensé notre disponibilité, à prendre des mesures, à réagir face à ce qui nous attend. J'y ajouterai le travail consacré à ce que j'appelle la solidarité énergétique. Avec les différentes sources d'énergie dont nous disposons, j'en ai présenté certaines, nous sommes en train de constater que nous arrivons à nous détacher des combustibles fossiles russes
et que notre schéma de fourniture se déplace vers le sud ou alors des amis fiables, des partenaires fiables tels les États-Unis ou à l'Est. Ce qui importe en tout cas, c'est que le réseau international d'interconnecteurs, notamment les gazoducs de l'Union européenne, soit adapté à la situation du moment, qu'ils permettent la circulation dans toutes les directions de gaz. Les ministres en charge de l'énergie ont expliqué la stratégie et en effet ont donné de la visibilité sur le fait que nous n'aurions pas de problème. Comme vous le savez, la France dépend peu du gaz et elle dépend du coup peu du gaz russe. Et nous avons bâti les stratégies pour justement diversifier. Mais cette approche a un sens qui est limité parce qu'en effet, notre marché est intégré. Et qu'il s'agisse du gaz lui-même ou de l'électricité, nos marchés sont interdépendants. Et donc, si il y avait une stratégie de couper complètement le gaz russe, la difficulté serait très forte et la pression très forte sur plusieurs États membres. Et donc, c'est pour ça qu'il nous faut une stratégie européenne. Et pareil pour l'électricité. Et là, nous en avons besoin. Parce que, selon les journées, la France ou exporte ou importe de l'électricité. Ça dépend à la fois de nos besoins, de nos capacités de production à un instant T. Et donc, il est très important pour toutes ces raisons qu'on ait un marché qui continue à fonctionner. Donc, on a besoin d'avoir cette stratégie de diversification d'apport des approvisionnements de gaz, comme nous la conduisons. Et moi, je suis un grand avocat d'une coordination européenne encore renforcée avec tous les collègues. Mais à côté de ça, que nous accélérions aussi la transition pour réduire la part du gaz dans la production électrique, ce qui est très cohérent avec Fit for 55. Les deux ensemble, la meilleure politique, de court et de moyen terme. Giovanni, you were next. Giovanni Del Re. Bonjour, Giovanni Del Re pour le quotidien italien Avvenire. Alors, en parlant de l'énergie, je voulais savoir si vous avez aussi touché la question du plafonnement des prix, le price cap, et en particulier pour Madame la Présidente von der Leyen, vous avez été mandatée au dernier Conseil européen, la Commission européenne bien sûr, d'explorer la possibilité, la factibilité d'avoir ce price cap. Je voulais savoir quand est-ce que vous pensez de présenter votre opinion, ce sera partie de ces plans que vous avez déjà annoncé pour juillet. Et finalement, si comme Madame la Présidente a parlé de présenter ça aux leaders, si ça implique que peut-être on peut avoir une nouvelle réunion des leaders à juillet pour discuter de ça. Merci. Yes, we have also discussed those topics. Oui, nous en avons parlé également. Et dans les conclusions du Conseil, vous trouverez un passage y consacré. Effectivement, mission avait été confiée au dernier Conseil. Nous y travaillons, différents modèles qui permettent non seulement de contenir les prix de l'énergie, les prix de l'électricité, mais aussi de concevoir notre marché différemment, car l'architecture actuelle ne semble plus adaptée aux nécessités du jour. Comme vous le savez, nous avons beaucoup de renouvelables et d'autres sources d'énergie qui approvisionnent le marché. Le dernier entrant sur ce marché, c'est le gaz qui définit toute la structure de prix. C'est la raison pour laquelle ces prix sont aussi élevés alors que les renouvelables sont bon marché et rapport coût-efficacité séduisant. Cette structure a été mise en place lorsque les renouvelables devaient entrer sur le marché il y a 12 ans, un marché qui est à l'époque dominé par les combustibles fossiles. Aujourd'hui, nous sommes dans une donne tout à fait différente et c'est la raison pour laquelle il est temps pour la Commission de repenser l'architecture du marché en y assortissant le découplage du gaz de la détermination de la structure des prix. Nous en parlerons à la prochaine session ordinaire du Conseil qui, si je ne m'abuse, interviendra en octobre. Donc d'ici la fin de l'été, nous devrions être prêts à fournir différentes pistes de réflexion pour les chefs. Effectivement, l'occasion d'aborder l'ensemble de ces sujets et les conclusions sur le price cap font aussi le lien avec la volonté de travailler avec nos partenaires internationaux sur un sujet tel que celui-là, comme vous le savez. Et le débat a permis, encore une fois, de mettre en évidence une volonté très forte exprimée par beaucoup autour de la table d'accélérer les efforts pour tenter d'agir en commun dans le cadre des achats de ressources énergétiques, agir aussi en commun en termes de stockage. Et puis, comme vous le savez,
mais de nouveau des voix se sont élevées pour encourager le regard sur le marché de l'électricité, en particulier cette question de l'impact du prix du gaz sur le prix de l'électricité. C'est-à-dire qu'une confiance a été exprimée envers la Commission pour continuer à travailler sur le sujet, confiance exprimée aussi pour le Conseil, et elle a su la présidence française et la présidence tchèque qui aura la responsabilité de coordonner les actions des différents États membres. S'agissant d'un Conseil européen, je confirme qu'effectivement nous sommes supposés avoir ces débats à nouveau après l'été au mois d'octobre. Il n'y a pas de décision prise en aucun cas pour un Conseil qui interviendrait plus tôt. Simplement, comme c'est la tradition, nous suivons la situation et nous monitorons la situation. Et par ailleurs, les différentes institutions, y compris au niveau ministériel, seront mobilisées sous l'autorité, sous la direction des chefs d'État et de gouvernement. Virginie Malingre du Monde, bonjour.